وتشوف اسنانك كذا عقب داخله تحط ايدك تي كلهن واضحه يطلع واضح يطلع فيديو جميل. Vendus d'un simple clic, les animaux sauvages capturés en Afrique sont très prisés des grandes fortunes du golfe arabo-persique. Ce marché florissant est un désastre pour la biodiversité. Quand ils survivent au transport, ces animaux domestiqués ne peuvent revenir à leur milieu naturel. He's very kind of skittish and scared of any loud noise. It just startles him. So those are kind of the main issues. So you see that any noise, and it's just. So I think a lot of it is the mental trauma that he's been through as well. Du Somaliland aux Émirats, découvrez les coulisses de ce trafic à grande échelle. Reporter, à voir sur France 24 et france24.com. Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonsoir Marc. Avec nous aujourd'hui Virginie Leguet qui est chef adjointe au service politique à Paris Match. Bonjour. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Et bonjour Véronique Reissoult qui est la présidente de Backbone Consulting. Bonjour. Alors, outre-Atlantique, la page Donald Trump est tournée. Enfin, murmure-t-on dans les capitales européennes et aussi à Paris. L'arrivée de Joe Biden, en effet, à la Maison-Blanche, laisse entrevoir un retour à une relation transatlantique apaisée, normale. On va écouter le message du 46e président des États-Unis à ses alliés lors de son inauguration ce mercredi à Washington. Et à tous ceux qui sont à l'étranger, je vous donne ce message. L'Amérique a été mise à l'épreuve. Nous en sommes plus forts. Nous réparerons, reconstruirons nos alliances. Nous travaillerons à nouveau avec le monde entier, non pas pour relever les défis d'hier, mais ceux d'aujourd'hui et de demain. Nous serons des partenaires fiables et forts pour la paix, le progrès, la sécurité. Alors Jean-Marie, un ouf de soulagement, comme on le dit, parce que c'est vrai que ces années Trump ont été difficiles, avec beaucoup de controverses, beaucoup de tensions inhabituelles entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que Joe Biden, c'est le retour à des relations normales ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça ? Ce sera un peu plus compliqué, mais notons d'abord que c'est un petit peu comme le retour d'un ami. On retrouve une figure amicale, familière, une vision rassurante des États-Unis. Et on se dit après tout que dans l'immense combat qui va opposer tout au long de ce début du XXIe siècle, j'allais dire les régimes autoritaires et les démocraties, il vaut quand même mieux que la puissance, la première puissance économique mondiale reste dans le camp des démocraties. Et ça a été un des axes du discours d'intronisation de Joe Biden, qui était de dire que ce n'était pas sa victoire, c'était la victoire de la démocratie qui avait été donc attaquée et mise à mal dans la période récente. Il y a dans l'approche qu'il a maintenant, il y a à la fois des points de rupture, on y reviendra sûrement, mais il y a quelques invariants. Alors, il parle de reconstruction avec ses alliés, donc c'est intéressant parce que ça montre bien qu'il a conscience du déficit engrangé provoqué par les années Trump, mais il y a aussi deux invariants, me semble-t-il, qui sont l'attitude à l'égard de la Chine. Et l'attitude à l'égard de la Chine, là, vous avez noté que l'ambassadrice de Taïwan faisait partie des invités à l'inauguration. Elle n'aurait peut-être pas fait partie des invités à l'inauguration s'il n'y avait pas eu la guerre la guerre commerciale déclenchée par Trump auparavant. Donc du coup, ça pose un problème aux Européens que nous sommes parce qu'on a une autre vision peut-être de la relation avec la Chine que celle qui sera peut-être portée par Joe Biden aux États-Unis. Et l'autre invariant qui nous pose davantage de problèmes encore et qui continuera de nous poser des problèmes, c'est ce que l'on appelle l'extraterritorialité, c'est-à-dire cette capacité que se sont donnés les juges américains et les pouvoirs américains, c'est du pur protectionnisme, d'intervenir au-delà des frontières sur des entreprises, notamment des entreprises européennes, parce qu'elles ne souscriraient pas à toutes les conditions posées par les États-Unis pour commercer avec d'autres, notamment c'était le cas entre autres avec l'Iran. Donc là, on aura deux gros sujets
avec Biden, mais par ailleurs dans un contexte qui sera un contexte donc de reconstruction, donc avec un discours beaucoup plus amical, beaucoup plus convivial, et notamment une attitude vis-à-vis de l'Union européenne elle-même qui cessera d'être hostile pour redevenir, je pense, constructive, comme le faisaient les précédents présidents avant, évidemment, Trump. Virginie, on se souvient que lors de l'élection de Donald Trump, il y a eu l'arrivée ici d'Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron a tout fait pour essayer de séduire Donald Trump. On se souvient de la visite de Trump à Paris, du dîner en haut de la Tour Eiffel, le défilé du 14 juillet. Il faut bien dire ce qui est. Emmanuel Macron a tout fait pour séduire Donald Trump, mais ça n'a pas marché. Et même s'il n'y a jamais eu de véritable rupture entre Paris et Washington, la situation était devenue très difficile. C'est vrai pour la France et les autres pays européens, mais d'autant plus pour Macron qui a tout fait pour essayer de se mettre Trump dans la poche. Oui, on se souvient des images de cette visite du couple d'Emmanuel Macron et de sa femme Brigitte aux États-Unis. On se souvient des gestes extrêmement empathiques qu'Emmanuel Macron a eu pour Donald Trump, qui lui a répondu au début fort civilement et puis après de moins en moins aimablement, même un peu agacé, lui époussetant le veston à un moment même, comme on réhabille un enfant plus jeune qui aurait mis ses affaires de travers. Donald Trump ne s'est nullement laissé j'allais dire cajoler ni même adoucir par Emmanuel Macron, mais Donald Trump n'avait qu'une idée pendant son mandat, c'est lui-même, sa grandeur, son moi grandiose, son pouvoir qu'il venait à peine de découvrir et dont finalement il était presque encore un peu surpris et qu'il voulait absolument exercer, son électorat, défendre l'Amérique. Et quand Jean-Marie parle pour demain de relations plus apaisées avec l'Europe, moi je suis très sceptique parce que je pense que d'une certaine façon le Trumpisme va rester dans les esprits et que Joe Biden va certes renouer des relations beaucoup plus civiles avec l'Europe et avec les pays européens. Il va réintégrer l'accord pour le climat, il l'a déjà dit, mais il va rester sur les positions de Donald Trump en ce qui concerne la Chine. Et d'ailleurs, on a déjà entendu des proches de Joe Biden montrer que finalement, ça leur allait assez bien et qu'il n'y aurait pas de revirement vraiment sur cette question. Et je ne suis pas sûre que vis-à-vis de l'Union européenne, les États-Unis aient des yeux si indulgents, ni même de chimène. Ils n'ont pas envie d'avoir une force en face d'eux qui soit cohérente, homogène et qui marche d'un seul pied. Et ils sont bien contents des divisions actuelles de l'Union européenne. Donc oui, Joe Biden a montré hier que la page était tournée. D'ailleurs, pas une seule fois le nom de Donald Trump n'a été prononcé. Il y a eu un effacement de son nom, un effacement psychologique, une cérémonie qui était une belle cérémonie, empreinte de mots très réparateurs pour cette Amérique qui malgré tout est en deuil, 400 000 morts plus que pendant la Première Guerre mondiale. Mais la page n'est pas si facilement tournée que ça et une partie du peuple américain attend d'ailleurs que Joe Biden conserve un certain nombre des acquis de Donald Trump sans le dire. Véronique, en effet, la question se pose, est-ce que Trump était un accident de l'histoire ou est-ce que c'est le révélateur d'une tendance plus profonde? On a beaucoup parlé évidemment du rôle des réseaux sociaux, du fait que Twitter était, j'allais dire, l'arme nucléaire entre guillemets de Donald Trump et dès qu'on lui a retiré finalement, il s'est retrouvé sans voix. Mais on peut quand même penser que, en effet, il a su toucher. Il a quand même eu beaucoup de gens qui ont voté pour lui malgré tous ses travers. On peut penser quand même que Joe Biden ne peut pas tourner la page définitivement comme ça. Non, et c'est intéressant ce que vous dites sur finalement son porte-voix ou son arme nucléaire, comme vous dites, serait Twitter. La réalité, c'est que si vous regardez les volumes, on a incroyablement plus parlé de Trump que de Biden le jour de l'investiture de Biden. Incroyable, il n'était pas là, il n'a pas tweeté, de fait, il n'a pas parlé, donc on ne peut pas dire que ça a été balayé. Oui, dans les commentaires sur M. Biden, c'était très positif et il y avait le tournant marqué, apprécié, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit à l'étranger, mais il faut quand même noter qu'on a énormément parlé de M. Trump. Pour vous donner une idée, 38 millions de messages sur M. Trump et 28 millions sur M. Biden. Donc c'est pas un peu moins, c'est beaucoup moins. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les uns et les autres ont retenu. On voit bien qu'il y a énormément de rancœur du côté des partisans de Trump et
beaucoup des thèmes de cette cérémonie étaient autour de la réunification, à commencer par cette jeune poète qui a lu un poème qui était assez fascinant et dont tout le monde a énormément parlé, qui est autour de ce besoin de réunification. Et quand je regarde les messages et quand on étudie la façon dont les uns et les autres s'expriment sur les différentes plateformes, on est loin de cette unité, on est dans quelque chose de très agressif, on constate que les messages entre les uns et les autres et les invectives sont très virulentes, donc on a quelque chose qui va être compliqué. Et ensuite, si je regarde plus ce qui s'est dit en Europe et en France, on voit qu'il y a un engouement certain pour M. Biden, ne serait-ce que parce que, comme vous le savez, les Français aimaient bien détester M. Trump. Mais la réalité, c'est que, hormis les accords de Paris qui ont été beaucoup repris, le fait qu'ils reviennent, le reste, comme Virginie l'exprimait très bien, en fait, les Français sont un peu inquiets, ne sont pas si certains que ça, que les relations avec les États-Unis vont être si simples. Ils s'inquiètent pour le vin, les taxes d'importation, et ils s'inquiètent aussi pas mal autour des sujets de protectionnisme au sens large. Alors, vous avez mentionné l'accord de Paris sur le climat. En effet, l'un des premiers décrets exécutifs signés par le désormais président Joe Biden, ce mercredi, ça a été le retour des États-Unis dans les accords de Paris, à la grande joie de la ministre française de l'Environnement de l'époque, Ségolène Royal. On l'écoute. Comment imaginer que la première puissance du monde, qui est la puissance la plus polluante et en même temps la plus puissante aussi en matière de mutation économique, puisse nous permettre, si elle n'était plus dans l'accord de Paris, de régler le problème du réchauffement climatique et donc de mettre fin, en tout cas d'atténuer les crises climatiques extrêmes qui menacent la sécurité de la planète. Donc c'est une bonne décision. Alors, une autre figure bien connue de l'administration Obama, il y en a beaucoup qui ont été rappelés au gouvernement par Joe Biden, la personne qui va mener cette lutte contre le réchauffement climatique, c'est John Kerry, qui est aussi bien connu, qui est francophone, francophile. Jean-Marie, est-ce que ça peut être un marqueur fort pour peut-être gommer certaines tensions à propos de la Chine, à propos de l'Europe, à propos de l'OTAN? C'est peut-être, j'allais dire, la chose la plus facile à faire pour les États-Unis de Joe Biden. La plus facile, vue de chez nous, vue du paysage intérieur américain, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a un certain nombre d'intérêts puissants qui étaient derrière Donald Trump pour sortir de l'accord de Paris, qui vont être évidemment mécontents. Cela dit, je reviens d'un mot sur ce que disait notamment Virginie tout à l'heure. Les principales déclarations du futur, de l'actuel nouveau secrétaire d'État chargé de la politique extérieure, M. Blinken, sont très claires. Les États-Unis vont cesser de considérer l'Union européenne comme un ennemi, ce qui était le cas de Donald Trump. Ce qui avait d'ailleurs provoqué, rappelez-vous, de la part d'Angela Merkel, l'expression d'une trahison, le sentiment d'une trahison. C'était colossal de dire des États-Unis qu'ils trahissaient l'Europe et qu'ils trahissaient l'Allemagne. Donc on va sortir de cela et on va revenir à une vision où les États-Unis considèrent qu'une Europe unie est meilleure pour la stabilité, j'allais dire, du monde entre guillemets occidental, que l'on appelait à une époque occidentale, qui est meilleure que la situation de conflit de Donald Trump contre les Européens, contre le monde entier, à vrai dire. La Chine, j'en ai parlé, je pense qu'avec la Chine, il y aura un vrai sujet de distorsion et d'approche différente entre Américains et Européens. Tous les problèmes ne seront pas évidemment réglés, mais notez qu'avec l'accord de Paris, c'est très symbolique du retour des États-Unis dans un jeu multilatéral, alors que Donald Trump avait posé comme règle l'unilatéralisme, et donc une espèce d'ultranationalisme du seul contre tous. Le multilatéralisme, c'est quand même une garantie d'un monde plus policé, plus régulé, où les conflits se règlent et se traitent autour d'une table et non pas de la façon extrêmement loufoque, parfois grandiloquente, de Donald Trump. Et un mot sur ce que disait Véronique également, sur la virulence des débats qui apparaissent sur les réseaux sociaux entre deux camps. Moi, il me semble que de toute façon, la priorité de Joe Biden sera une priorité de politique intérieure, précisément parce qu'il y a ces divisions. Quand même, songez que les 25 000 soldats de la garde nationale qui étaient chargés de la sécurité des cérémonies d'inauguration à Washington, tous ont été contrôlés. Ils ont dû tout contrôler. 2 ont été exclus parce qu'appartenant à des milices d'extrême droite. Et quelques jours auparavant, le chef d'état-major des armées américaines, ce qui n'était jamais arrivé, a
publié une proclamation rappelant aux soldats et aux militaires de tout rang que leur fidélité était due à la Constitution et non pas à un seul homme. C'est donc qu'il y a une crainte évidente de la part des autorités américaines d'une infiltration ou d'une contagion de certaines milices d'extrême droite. Et Biden, dans son discours d'inauguration, a clairement désigné le terrorisme intérieur d'extrême droite à travers ces milices armées comme l'un des principaux dangers et défis qu'il faudra affronter. Donc évidemment que ce contexte-là subsiste et ce sera la première tâche de Joe Biden, ce sera d'essayer de défaire cette pression, de faire reculer cette pression. Il aura, me semble-t-il, dans ce domaine, le concours d'une partie de plus en plus importante des républicains. Mais ça, nous verrons cela au fil du temps. Alors, Virginie, c'est vrai que, comme le dit Jean-Marie, la priorité sera l'unité. L'unité, il l'a martelé à plusieurs reprises, Joe Biden. Mais il y a quand même ces gestes. Il y a l'accord de Paris. Je pourrais aussi rajouter une décision qui a été annoncée, qui est symbolique, surtout en pleine période de pandémie, à savoir l'annonce, l'une des premières annonces, que les États-Unis allaient rejoindre l'Organisation mondiale de la santé et participer à l'effort global pour permettre la vaccination, y compris dans des pays les plus pauvres. Alors vous pouvez dire ce sont juste des déclarations, mais ce sont quand même en effet des symboles de multilatéralisme qui rassurent, parce que c'est vrai que l'Amérique de Donald Trump était essentiellement vue comme tournant le dos à ses principes, mais aussi à ses alliés. Oui, c'est parfaitement vrai. Alors, je ferai une petite nuance entre ce qui concerne l'accord de Paris, qui me paraît très symbolique, mais dont je crains que tout cela ne reste que justement dans l'ordre du symbole, d'autant que l'accord de Paris, dont ici en France on fait grand cas et on en parle en roulant un peu des mécaniques, comprend énormément de conditionnels, fort peu de contraintes, et dans le fond n'a pas produit des effets tout à fait notables depuis qu'il a été signé. Donc, certes, les États-Unis réintègrent l'accord de Paris, l'affaire est faite, l'affaire est entendue, le symbole est posé. J'attends de voir des résultats concrets. En ce qui concerne la pandémie, c'est bien autre chose. Et on a bien vu d'ailleurs les bruits qui ont filtré depuis que Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche sur l'absence totale de plan de Donald Trump pour lutter contre cette pandémie et leur sidération face à cette découverte qu'il n'y avait quasiment pas de plan, pas d'organisation pour lutter contre cette pandémie qui fait 400 000 morts. Et les chiffres dont se prévalait Donald Trump quant à la vaccination ne sont pas atteints, en fait. Et la vaccination va devoir être intensifiée. Il va falloir protéger les Américains qui vont continuer à mourir encore pendant de nombreuses semaines avant que la vaccination et l'effet de masse de la vaccination produisent ses effets. Donc là, il y a urgence. 400 000 morts dans un pays comme les États-Unis et d'autres qui vont mourir encore. C'est un chiffre extrêmement impressionnant. Et là, Joe Biden, d'ailleurs, a montré que ça allait être son premier souci. Ça, c'est son premier souci. S'il faut réintégrer l'OMS, il va le faire. Mais son premier souci, ça sera de définir un plan contre la pandémie, d'accélérer la vaccination et de protéger un peuple qui ne l'a pas été par Donald Trump. Ça, c'est parfaitement exact. Et si je peux ajouter une toute petite remarque à propos de la magnifique démonstration de force à laquelle nous avons assisté, les 25 000 réservistes postés dans Washington, ces images étaient là pour faire oublier celles qui, quelques jours avant, avaient permis l'invasion du Capitole et cette incroyable facilité avec laquelle ces manifestants sont rentrés dans le Capitole. Et je sais qu'il y a des enquêtes en cours actuellement pour essayer de savoir comment cela a pu se produire, l'impensable a pu se produire. Et il y a une image notamment très frappante où on voit quasiment les portes, les grilles s'ouvrir devant les manifestants, comme si effectivement il y avait une sorte de complicité entre ceux qui étaient supposés garder le Capitole et ceux qui l'ont envahi. Donc là, il y a un vrai problème. Alors, il fallait faire oublier ces images désastreuses par des images extrêmement contrôlées. Et la journée d'hier a été très impressionnante. Mais il s'agissait aussi d'une très grande opération de restauration de confiance aussi. Oui, est-ce que, Véronique, ces images, on les a évidemment toutes en tête, de cette foule partant à l'assaut du Capitole, de ces militants qui s'asseyaient dans les sièges des sénateurs, lisaient leurs textes et se prenaient des selfies. Est-ce que ça va quand même rester quand même à vif pour beaucoup d'Américains et de gens au-delà, y compris de gens qui aiment bien critiquer l'état de la démocratie dans les pays occidentaux? Bien sûr, ces images, non seulement elles ont choqué, mais elles sont reprises, elles sont décortiquées. C'est même le fond de discussion d'énormément de gens aux États-Unis, un peu dans le monde entier. Mais
mais surtout aux États-Unis. Beaucoup de questions, Virginie parlait du symbole et de l'image de ces forces de l'ordre qui étaient là. Beaucoup de questions se posent aussi, des théories du complot incroyables sur mais en fait, pourquoi est-ce qu'on les a laissés, enfin pourquoi ça a été si facile et pourquoi ces 25 000 étaient pas là. Enfin bref, énormément de questions. Après, c'est devenu un symbole et pour rejoindre la conversation juste avant, c'était que c'est un symbole de préoccupation. C'est le symbole de cette division, c'est une source de discussion infinie, mais la première des préoccupations au-delà de ce sujet-là, pour tous les Américains, et c'est peut-être le seul moment où ils sont tous unis, c'est l'inquiétude face à la pandémie. Ils ne sont pas unis dans la façon d'y répondre, à commencer par le port du masque dont Joe Biden a redit combien c'était important et combien c'était un acte patriotique que de porter le masque, mais c'est un sujet de préoccupation commun. Et quand on regarde ce qu'on appelle les signaux faibles et les signaux forts sur les réseaux, on voit que ce signal-là est passé de faible à fort et ça va être le sujet des semaines qui viennent. Donc oui, Jean-Marie a raison, ça va être un sujet interne sur la division et sur le traitement du Covid. Et oui, Virginie a raison. Voilà, tout le monde a raison aujourd'hui. C'est formidable. Sur le fait que globalement, formidable. Globalement, ces images, elles font parler. Ça sera le deuxième sujet. Elles vont rester longtemps. Et c'est une symbolique qui peut effacer, mais pas tant que ça, ces images déplorables du Capitole. Alors on va passer à complètement autre chose. On va revenir dans l'Hexagone sur l'arrivée de la loi confortant le respect des principes républicains à l'Assemblée nationale. Alors c'était une loi qui s'appelait la loi sur le séparatisme. On l'a débaptisée pour la rebaptiser comme je viens de vous l'expliquer. Alors elle est en ce moment devant une commission spéciale de l'Assemblée nationale qui en gros décortique un petit peu le texte avant que l'Assemblée nationale ne l'examine en séance plénière normalement le 1er février. Alors tout cela découle d'un discours d'Emmanuel Macron. Jean-Marie, est-ce que c'est une loi qui aujourd'hui fait consensus ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à déminer pour le gouvernement ? Consensus, c'est un petit peu tôt, je pense, et il y a encore pas mal de choses à déminer. Un seul petit exemple, le problème de l'enseignement à domicile, qui au départ, dans la première mouture du texte, devait être interdit et qui, au fur et à mesure, est réinstallé pour différentes raisons, qui sont des raisons d'ailleurs objectives. Et donc, il y aura d'autres exemples de cette nature, d'un texte qui va être mouliné, remouliné à travers son passage au Parlement et par le débat qui va s'instaurer autour, bien sûr. C'est un texte important parce que ce sera le dernier grand texte, je pense, du quinquennat d'Emmanuel Macron, la dernière grande réforme, puisque c'est ce à quoi il veut attacher son nom. Ce qui s'est passé avant, ou ce qui est encore en train de se passer, est tout aussi important que le texte de loi, me semble-t-il. C'est l'effort qu'a fait le gouvernement, et le président de la République notamment, et le ministre de l'Intérieur, pour obtenir des organisations qui représentent l'islam en France de s'accorder sur une charte de respect précisément des principes républicains. Alors on est arrivé au bout de ce travail avec un temps retard, beaucoup de débats, un texte qui maintenant existe et qui est satisfaisant vu du point de vue du gouvernement et je pense vu du point de vue de ceux qui lisent ce texte, mais qui est encore contesté de l'intérieur, et c'est là le sujet de préoccupation, par au moins 3 des organisations qui se réclament de l'islam et qui sont notoirement liées à la Turquie. Et donc ça nous renvoie à un problème diplomatique et stratégique qui sont les relations entre la France, l'Union européenne au sens large, la France en particulier, et Erdogan et l'ultranationalisme d'Erdogan qui manifestement est en position de gêner de façon assez considérable le gouvernement parce qu'il peut retarder l'aboutissement de ce texte en faisant pression sur des groupes qui sont notoirement affiliés à la Turquie et au parti d'Erdogan. Donc voilà un petit peu la situation. Et ça, c'est un élément très important de contexte qui va avec d'ailleurs le texte de loi qui sera une chose, mais ça aussi c'est un front extrêmement important, me semble-t-il. Oui. Alors Virginie, avant de vous donner la parole, on va écouter certaines réactions lors de la présentation de ce texte il y a quelques semaines de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. On les écoute. Bah, il manque tout. Quoi tout? Bah, il manque déjà il manque tout le volet sur l'immigration.
parce qu'il est évident que l'immigration de manière dérégulée telle que nous la vivons est le terreau du communautarisme qui lui-même est le terreau de l'islamisme. Il n'y a rien sur l'idéologie salafiste, sur l'islamisme en lui-même d'ailleurs, hein, puisque ça a disparu du texte. Donc on n'a plus de référence à l'islamisme, plus de référence à la laïcité. Il n'y a rien sur tout l'aspect l'islamisme au travail, c'est-à-dire tout ce qui pourrait donner aux chefs d'entreprise la possibilité de lutter contre les revendications communautaristes et islamistes. Il n'y a rien. Il s'agit de surfer sur une sorte de vague hostile aux musulmans. Premièrement, du bavardage inutile qui rajoute à des lois qui existent déjà. Deuxièmement, une couche de type purement concordataire, c'est-à-dire que c'est la logique de l'État organise les religions, négocie avec elles leur fonctionnement. Et enfin, ce qui à nos yeux n'est pas le moindre, sous prétexte de lutte contre telle ou telle dérive possible, des dispositions qui sont dans la loi, qui sont tout simplement liberticides. Il ne faut pas compter que ça se passe tranquillement, je veux dire au sens, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. On ne laissera pas passer cette loi comme ça. Alors évidemment, Virginie, le contexte est tendu sur ces questions. On entend le Rassemblement national dire qu'il n'y a rien sur l'islamisme. La France insoumise dit en gros que c'est une loi anti-musulmane. Évidemment, il ne pèse pas très lourd à l'Assemblée nationale, mais on sent quand même qu'il y a des tensions, y compris à l'intérieur du parti majoritaire. Oui, et le plus bel exemple de ces divisions au sein du groupe En Marche, eh bien, ça a été l'épisode auquel nous avons assisté la semaine dernière concernant l'amendement que voulait proposer Aurore Bergé et son ami Moreau de la Creuse qui interdisait le port du voile aux petites filles et d'ailleurs le port de tout signe ostensible religieux pour les garçons et pour les filles. Et là, on a vu que les divisions étaient bien sûr, les oppositions étaient bien sûr à l'extérieur de En Marche et Marine Le Pen et un certain nombre de députés LR ont dit qu'eux, ils l'auraient voté, cet amendement, s'il avait été maintenu. Mais on a vu que les divisions étaient également très fortes au sein du groupe En Marche et que sur le sujet de cette loi qui apparaît comme finalement, peut-être aujourd'hui, comme quelque chose qui ressemblerait au plus petit dénominateur commun, eh bien même ce plus petit dénominateur commun ne rassemblera pas très facilement le groupe et les discussions risquent d'être tendues quand elles vont surtout se retrouver avec des oppositions qui sont remontées et qui veulent faire entendre leur voix au Parlement, d'autant plus qu'elles ont eu l'impression d'être totalement oubliées depuis des mois et qu'elles n'ont pas eu le droit à la parole sur tout un tas de sujets concernant la gestion de la crise sanitaire. Là, je pense qu'il va y avoir un moment où tout le monde va vouloir prendre la parole sur des sujets extrêmement sensibles, extrêmement explosifs pour les Français et les débats risquent d'être enflammés autour d'une loi qui, somme toute, n'apportera pas grand-chose, sauf peut-être quelques dispositions qui permettront au préfet de fermer des associations qui ne seraient pas tout à fait conformes. Enfin voilà, il y a des petits points techniques et pratiques qui sont peut-être utiles, mais cette loi va provoquer plus de troubles et plus de tensions qu'elle ne provoquera d'amélioration dans notre société, dans le fonctionnement de notre société. Alors Véronique, c'est vrai que c'est une loi assez vaste, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a une volonté en effet de la part de l'État de mieux contrôler certaines associations, de mieux contrôler le financement étranger, notamment de certaines mosquées. Est-ce que ça c'est perçu comme quelque chose d'important ou est-ce que c'est perçu comme allant contre une partie de la communauté française, à savoir la communauté musulmane ? Non, ces points-là, ils sont très appréciés. C'est même un des rares points sur lesquels il y a une forme, peut-être pas d'unanimité, mais globalement de majorité des Français qui sont plutôt d'accord. Mais comme vous l'avez dit, en fait, ce projet de loi, il est très large. Il parle de beaucoup de sujets différents. Il fait beaucoup parler. C'est un marqueur politique pour beaucoup. Et les sujets qui sont plus clivants sont deux sujets qui sortent beaucoup. Le premier, il tourne autour du voile et effectivement le sujet du voile des fillettes qui a été beaucoup commenté, qui clive beaucoup plus, qui est beaucoup plus perçu comme quelque chose de stigmatisant pour une religion. Et globalement, pareil pour le voile, pour les accompagnants, c'est les deux sujets dont les Français parlent le plus autour de ce projet de loi.
Mais il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé là et qui fait beaucoup parler parmi tous les sujets qui sont abordés, c'est la neutralité des services publics. Ce sujet fait beaucoup réagir les Français. Pour eux, ça leur semble important. Et là encore, comme ce que vous venez d'évoquer, c'est quelque chose qui, sans faire l'unanimité, finalement est vu comme quelque chose de plutôt majoritairement positif sur cette partie-là, sur cet amendement. Et c'est un marqueur qui semble important pour beaucoup de Français. Les services publics est quelque chose auquel les Français tiennent et leur neutralité leur semble particulièrement important. Alors, il y a parmi les mesures, toute cette loi découle d'un discours qu'Emmanuel Macron avait fait au Murau il y a quelques semaines. Il y a aussi tout un volet qui doit venir, nous dit le gouvernement, sur l'égalité des chances. Mais il y a aussi un aspect qui intéresse beaucoup Emmanuel Macron, dont on a parlé depuis 2 jours, c'est la question mémorielle, et notamment celle de la guerre d'Algérie. Je vous propose d'écouter ce que le président disait à ce propos au Murau. Nous sommes un pays qui a un passé colonial. Et c'est ainsi. Et qui a des traumatismes qu'il n'a toujours pas réglés, avec des faits qui sont fondateurs dans notre psyché collective, dans notre projet, dans notre manière de nous voir. La guerre d'Algérie en fait partie. Et au fond, toute cette période de notre histoire est revue comme à rebours, parce que nous n'avons jamais déplié les choses nous-mêmes. Et donc nous voyons des enfants de la République, parfois d'ailleurs enfants ou petits-enfants, de citoyens aujourd'hui issus de l'immigration et venus du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, revisiter leur identité par un discours post-colonial ou anticolonial. Nous voyons des enfants dans la République qui n'ont jamais connu la colonisation, dont les parents sont sur notre sol et les grands-parents depuis longtemps, mais qui tombent dans le piège. Alors à ce propos, le président avait demandé à l'historien Benjamin Stora un rapport qui lui a été remis cette semaine. Il y a énormément de préconisations très concrètes faites par Benjamin Stora, mais pas d'excuses formelles de la France vis-à-vis de l'Algérie. On a quelques minutes seulement pour en parler. Jean-Marie, votre réaction, c'est un vrai sujet dont Emmanuel Macron veut se saisir ou finalement ce n'est pas central d'après vous ? C'est un immense sujet et l'analyse que vient de développer, que vous nous avez remise en mémoire d'Emmanuel Macron est une analyse parfaitement juste de ce qui se passe à travers ces problèmes mémoriels dans la société française aujourd'hui. Et donc c'est une immense ambition aussi que d'essayer de surmonter cela, d'autant qu'il faut considérer aussi les 2 bords de la Méditerranée, parce que pour le moment on a affaire à 2 mémoires qui sont hermétiques, qui sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Et donc, comment concilier ces mémoires et comment faire avancer un travail mémoriel en France, au fond, l'idée aussi, c'est à travers la réconciliation historique de 2 pays, de la faire avancer, et pas seulement le travail à l'intérieur même de la société française. Donc, c'est un travail de fond très important. C'est un travail remarquable que celui de Benjamin Stora, qui parle d'essayer de mettre en place ou de faire prévaloir une mémoire juste. C'est une ambition extrêmement compliquée parce qu'on est là encore à vif sur des sujets qui nous traversent encore aujourd'hui et qui sont aussi à la racine d'un certain nombre de clivages politiques qui peuvent être des clivages extrêmement durs. Et donc, j'allais dire bon courage, mais c'est une entreprise salutaire qu'il faudra, je pense en tout cas, encourager, me semble-t-il. Alors Virginie, Benjamin Stora propose tout un tas de mesures, on n'a pas le temps de revenir dessus, mais une ouverture plus large des archives, la reconnaissance de certains crimes, un guide des disparus de la guerre, des 2 côtés. On sent qu'Emmanuel Macron, il l'avait dit d'ailleurs en marge d'un voyage, veut faire avec la guerre d'Algérie ce que Jacques Chirac avait fait avec la rafle du Veldiv. Alors évidemment, les parallèles valent ce qu'ils valent, mais il y a quand même une véritable ambition parce qu'il en a parlé quand même souvent de cette guerre d'Algérie, Emmanuel Macron, qui est née évidemment après. Oui, et l'expression qu'il a utilisée dans l'extrait que vous avez diffusé tout à l'heure, qui est « il nous faut déplier les choses nous-mêmes », est extrêmement juste. Ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie a laissé des traces des 2 côtés, chez nous et en Algérie, et ces traces-là ne sont pas du tout les mêmes, elles ne sont pas du tout presque compatibles. Et parmi ces propositions, Benjamin Stora, qui est un spécialiste reconnu de l'histoire de l'Algérie contemporaine, propose de créer une commission mémoire et vérité, je crois, qui serait une commission commune
lie nos deux pays et qui permettrait de déboucher sur des initiatives communes. Et ça m'a semblé très intéressant parce que ça entraînera les deux pays à travailler ensemble et à revisiter ensemble cette histoire si douloureuse et qui a laissé des traces si profondes. Et là, pour le coup, j'ai trouvé qu'Emmanuel Macron avait eu les bons mots. Il n'est pas question de présenter des excuses, mais il est probablement question de replonger dans cette période très douloureuse et très aiguë de notre histoire et qui laisse encore des traces chez tous ceux les générations qui ont suivi et qui ont hérité de leurs parents et de leurs grands-parents des récits qui ne sont pas forcément conformes à la réalité et qu'il est temps peut-être d'ajuster proprement, quitte à opérer quelques révisions difficiles et douloureuses des deux côtés. Oui, alors, Véronique, dans son rapport, Benjamin Stora affirme qu'il faut arrêter de, je le cite, ruminer le passé. Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, dans son discours, dans l'extrait qu'on vient de voir, fait le lien entre un sentiment d'appartenir, mais de ne pas vraiment appartenir à la communauté nationale chez des gens qui sont venus d'Algérie. Après, il y a la mémoire de ceux qui ont vécu ça. Est-ce que, en effet, c'est une blessure ouverte chez beaucoup ou c'est peut-être seulement se tourner vers ceux qui l'ont vécu? Disons que ce qui est souvent repris, et c'est l'expression de la guerre des mémoires, et d'une mémoire qui est très douloureuse. C'est pas forcément une plaie béante encore ouverte, c'est plus une plaie qui n'a pas cicatrisé et il ne faudrait pas mettre quelque chose d'acide dessus parce que ça réveille la douleur. C'est souvent effectivement une plaie et un souvenir que l'on vous a raconté, que vous n'avez pas vécu, mais ce sont des histoires familiales qui ne sont pas éteintes. Et c'est vrai que d'avoir quelque chose qui permet aux uns et aux autres de se réconcilier avec le passé est plutôt apprécié. Et on voit que les expressions sont souvent timides parce que ce qui est intéressant quand on regarde comment l'opinion s'exprime, c'est qu'il y a des sujets parfois extrêmement intimes qui sont partagés et c'est toujours étonnant. Et ce sujet-là, on sent qu'il est toujours exprimé avec beaucoup de pudeur, de délicatesse, que c'est compliqué, c'est complexe et quand les uns et les autres l'expriment un peu plus fort, c'est souvent avec un peu de colère qui est encore là et quand la colère est encore là, c'est qu'on n'est pas guéri. Donc c'est un sujet sensible, mais c'est un sujet important et qui tient au cœur des Français. Jean-Marie, rapidement en conclusion, on se souvient que quand il était encore candidat, il avait été à Alger, Emmanuel Macron évidemment, il avait parlé de crimes contre l'humanité en parlant de la colonisation. Là, l'un des projets qui a été évoqué par Benjamin Stora, c'est la célébration en mars prochain des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Ce sera un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que ça ne va pas comporter un risque pour Emmanuel Macron s'il veut se représenter et s'il peut le faire ? Bien sûr, c'est un risque évident et c'est un débat toujours très, très sensible. D'autant plus difficile d'ailleurs qu'il faut le rappeler, cette question a toujours été instrumentalisée à Alger, instrumentalisée par les différents partis politiques et par les gouvernements algériens successifs. Et donc c'est un élément, j'allais dire, qui est assez commode dans la vie politique algérienne. Et donc là, la commission que propose Benjamin Stora irait un petit peu à l'envers de cette instrumentalisation pour essayer de rapprocher les points de vue. Donc oui, ce sera en effet une prise de risque supplémentaire pour Emmanuel Macron, mais je pense que le risque vaut d'être pris parce que c'est une histoire qu'il serait important de surmonter enfin. Merci à vous trois et merci à vous de nous avoir suivis dans Politique en partenariat avec Slate.fr. À la semaine prochaine.